Stalingrad, 1942. La ville porte le nom du dirigeant soviétique, et cela en fait à lui seul un objectif d'une valeur symbolique incalculable pour Adolf Hitler. Il ne s'agit pas seulement de capturer un nœud industriel et logistique sur le fleuve Volga, il s'agit d'effacer de la carte le nom de l'ennemi. Pour Staline, pour exactement la même raison, la céder est impensable. La ville s'étend sur environ 50 km le long de la rive occidentale de la Volga, étroite et allongée, avec d'immenses usines qui produisent des tracteurs, de l'acier et des armements. L'usine Dzerzhinsky, l'usine de tracteurs de Stalingrad, l'Octobre Rouge, le complexe Barikadi. Ce sont les poumons industriels du Sud soviétique et en 1942, ils continuent de fonctionner même pendant que les bombes tombent. Après l'échec allemand devant Moscou à l'hiver 1941, la Wehrmacht lance à l'été 1942 l'opération Bleue, une offensive massive vers le sud avec deux objectifs simultanés, les champs pétrolifères du Caucase et la Volga. Stalingrad est la charnière de ce plan. Le groupe d'armée B avance vers l'est avec la 6e armée comme fer de lance. À la tête de la 6e armée se trouve le général Friedrich Paulus, un officier méticuleux, académique, sans expérience du commandement dans de grandes opérations de terrain, mais considéré comme l'un des meilleurs planificateurs de l'état-major allemand. La 6e armée est une force redoutable. Plus de 300 000 hommes en août 1942, avec des divisions d'infanterie, des unités blindées, de l'artillerie lourde et un train logistique qui, dans des conditions normales, devrait suffire pour toute opération conventionnelle. Ce qui n'est pas conventionnel, c'est ce qui les attend. Du côté soviétique, le commandement de la défense revient à la 62e armée à l'intérieur de la ville, dirigée à partir de septembre 1942 par le général Vassili Tchoïkov, un homme au caractère brutal, pragmatique et doté d'une capacité exceptionnelle pour la guerre urbaine. Tchoïkov comprend quelque chose que les Allemands mettront des semaines à saisir. La ville détruite est le meilleur allié du défenseur. Parmi les décombres, la supériorité aérienne et blindée allemande perd une grande partie de son efficacité. L'infrastructure de la ville à la veille de l'attaque mérite une description précise, car elle déterminera directement la nature des combats et plus tard l'ampleur du problème logistique d'après-bataille. Stalingrad possède des quartiers d'habitation en grande partie en bois, des rues larges et rectilignes dans le centre, ainsi qu'un réseau d'usines, d'entrepôts et de dépôts industriels le long de la rive de la Volga. Elle dispose également d'un réseau d'égouts, de sous-sols et de tunnels qui deviendra le système circulatoire souterrain de la défense soviétique. Et il y a le fleuve, la Volga, large de plus d'1 kilomètre à cet endroit, qui agit comme une barrière infranchissable dans le dos des défenseurs et comme la seule voie de communication avec le reste de l'Union soviétique. Le 23 août 1942, la 4e flotte aérienne allemande, sous le commandement du général Wolfram von Richthofen, lance l'un des bombardements les plus intenses de la Seconde Guerre mondiale sur Stalingrad. En quelques heures, la Luftwaffe effectue plus de 1000 sorties. Les bombes incendiaires transforment les quartiers en bois en une tempête de feu. Entre 40 000 et 70 000 civils meurent ce seul jour, bien que les chiffres exacts ne soient jamais établis avec précision. Les dépôts de pétrole sur la rive de la Volga brûlent, teintant le ciel de noir pendant des jours. Ce même jour, le 14e corps, blindé allemand, perce les lignes soviétiques au nord de la ville et atteint la Volga, coupant momentanément la communication terrestre avec Stalingrad. L'encerclement préliminaire est presque complet. L'évacuation des civils, qui aurait dû être réalisée des semaines auparavant, est retardée par ordre direct de Staline, qui craint qu'une ville vide ne démoralise les défenseurs. Lorsque l'évacuation est enfin autorisée, la Volga devient le seul corridor possible, sous le feu constant de l'artillerie et de l'aviation allemande. Les premiers combats à l'intérieur du périmètre urbain commencent le 13 septembre. Les unités soviétiques qui traversent la Volga sur des barges et des embarcations improvisées arrivent sur une rive déjà bombardée. Beaucoup meurent avant d'atteindre la terre ferme. Ceux qui y parviennent sont immédiatement intégrés à la ligne de front, sans temps de réorganisation. La phase d'approche génère déjà un nombre considérable de morts qui ne recevront aucun traitement formel. Les civils tués lors des bombardements restent sous les décombres de leurs propres bâtiments ou dans les rues où ils sont tombés. Les soldats soviétiques qui meurent lors des traversées de la Volga sombrent dans le fleuve ou restent sur les rives.
Il n'existe aucun système de récupération ni de conditions permettant de le mettre en place. Dès le premier jour des combats, les morts de Stalingrad commencent à s'accumuler sans que personne n'ait la capacité de s'en occuper. La bataille, septembre à novembre 1942. La bataille urbaine de Stalingrad engendre un type de combat pour lequel aucun des deux camps n'était entraîné. Les Allemands l'appellent Rattenkrieg, la guerre des rats. Les Soviétiques, eux, l'appellent simplement l'enfer. La tactique de Tchoïkov consiste à rapprocher le front au maximum de l'ennemi, parfois à des distances de 20 ou 30 mètres, afin de neutraliser l'avantage aérien allemand. La Luftwaffe ne peut pas bombarder ses propres lignes. Les combats se déroulent bâtiment par bâtiment, étage par étage, pièce par pièce. Les grenades à main deviennent plus utiles que les fusils. Les tireurs d'élite dominent les espaces ouverts. Traverser une rue peut coûter la vie. Le Mamaïev Kourgan, une colline dominant une grande partie de la ville, change de main avec une fréquence vertigineuse. Certains jours, des dizaines d'assauts s'y succèdent. Le sol de cette colline devient si saturé de fragments métalliques, d'os et de matière organique que les ingénieurs soviétiques qui l'étudieront après la guerre constateront que les détecteurs de métaux y sont presque inutilisables. Selon les estimations des chercheurs qui travaillent sur la colline depuis les années 1980, la densité de restes humains dans le sous-sol du Mamaïev Kourgan dépasse celle de tout autre point de la bataille. L'usine de tracteurs Dzerzhinsky, le complexe Barikadi, l'Octobre Rouge, chaque installation industrielle se transforme en forteresse. Les combats à l'intérieur de ces structures prennent une dimension presque médiévale. Les assaillants doivent conquérir chaque atelier, chaque couloir, chaque plateforme. Les structures en acier et en béton résistent aux bombardements et créent des labyrinthes défensifs presque imprenables. À l'intérieur de ces usines, les cadavres restent pendant des semaines dans des zones où aucune équipe de récupération ne peut accéder. Les pertes sont catastrophiques des deux côtés. La 6e armée allemande perd officiers et sous-officiers à un rythme qu'elle ne peut pas compenser. La 62e armée soviétique voit l'espérance de vie moyenne d'un soldat nouvellement arrivé tomber, à certains moments, à moins de 24 heures. Les régiments qui existent sur le papier sont réduits en quelques jours à quelques centaines d'hommes, puis à des dizaines. Le froid arrive en octobre. Les températures commencent à chuter brutalement, un facteur que les planificateurs allemands ont une fois de plus sous-estimé. Les soldats de la 6e armée, qui pensaient terminer la campagne avant l'automne, manquent d'équipement hivernal adéquat. Les soviétiques, habitués au climat, sont mieux préparés, mais pas suffisamment non plus. Durant ces mois, la question des morts devient déjà urgente, mais elle ne peut être traitée de manière systématique. Les corps restent là où ils tombent, dans les rues, les sous-sols, les escaliers, les cours, parmi les décombres. Les basses températures ralentissent la décomposition, sans pour autant l'arrêter complètement. Il n'y a ni le temps, ni le personnel, ni l'espace pour faire autrement. Certains corps sont enterrés par leurs propres camarades, de manière superficielle et dans l'urgence, lorsque la situation tactique le permet. Les témoignages des survivants des deux camps sur la cohabitation quotidienne avec les morts pendant les mois de combat constituent l'un des éléments les plus récurrents dans la littérature consacrée à la bataille. Des soldats allemands décrivent l'odeur comme quelque chose qui imprégnait tout, impossible à ignorer même lorsque le froid s'intensifiait. Des soldats soviétiques racontent qu'ils utilisaient les corps gelés de leurs camarades morts comme point de repère géographique. À tel coin se trouve le corps d'Ivanov. Le prochain carrefour est celui où gisent 3 Allemands près de l'arbre. La mort se normalise d'une manière qui transforme profondément la perception de ceux qui la vivent. Pendant que la 6e armée s'épuise dans la ville, le commandement soviétique planifie en secret une opération d'encerclement à grande échelle. Le maréchal Georgi Zhukov et le général Alexandre Vassilievski conçoivent l'opération Uranus, une double manœuvre en tenaille visant les flancs de la 6e armée, là où les lignes sont tenues par des armées roumaines et hongroises, moins bien équipées et peu motivées à défendre le sol soviétique. Le 19 novembre 1942, le front du sud-ouest soviétique lance l'attaque au nord. Le lendemain, le front de Stalingrad frappe au sud. Les divisions blindées soviétiques percent les lignes roumaines avec une relative facilité et avancent en profondeur. Le 23 novembre, les deux bras de la tenaille se rejoignent à Kalachandon. La 6e armée est encerclée. À l'intérieur de la poche,
Environ 330 000 soldats allemands et alliés, avec leur équipement lourd, leurs hôpitaux de campagne, leurs parcs d'artillerie, leurs dépôts de munitions et leurs chevaux, qui constituent alors un élément essentiel de la logistique allemande. Adolf Hitler interdit toute tentative de percée. Il déclare Stalingrad forteresse et promet que la Luftwaffe ravitaillera l'armée par voie aérienne. Le général d'aviation Hans Jeschonnek soutient cette promesse. C'est une promesse irréalisable. La 6e armée a besoin d'au moins 500 tonnes de ravitaillement par jour. La Luftwaffe, dans ses meilleurs jours, en livre à peine un peu plus de 100. La tentative de dégagement extérieur, l'opération Tempête d'hiver sous le commandement du maréchal Erich von Manstein, échoue en décembre. Le 4e corps blindé s'approche à environ 50 km de l'encerclement, sans parvenir à le briser. Le 24 décembre, les Soviétiques lancent une nouvelle offensive qui repousse les forces de Manstein. La 6e armée est condamnée. L'opération d'encerclement provoque à son tour de nouvelles pertes dans la steppe entourant la ville. Les divisions roumaines et hongroises détruites ou dispersées lors de l'opération Uranus laissent derrière elles des dizaines de milliers de morts. Ces corps, disséminés loin du périmètre urbain, sont souvent les plus difficiles à récupérer par la suite. Dispersés sur une zone immense, enfouis sous la neige pendant des mois et associés à une documentation souvent incomplète, voire inexistante, concernant les unités qui y ont disparu. À l'intérieur de la poche, la situation se détériore rapidement. Les rations alimentaires chutent à des niveaux incompatibles avec l'effort physique exigé des soldats. En décembre, un soldat allemand à Stalingrad reçoit entre 100 et 200 grammes de pain par jour, accompagné d'une petite quantité de soupe claire. L'apport calorique est très insuffisant pour rester actif dans des températures qui descendent à moins 30, voire moins 40 degrés Celsius. La faim extrême conduit à des situations que les témoignages des survivants évoquent avec réticence. Les chevaux morts sont consommés immédiatement. Lorsqu'ils viennent à manquer, on se tourne vers les rats. Il existe des indices, bien que sans confirmation systématique, de cas de cannibalisme durant les dernières semaines de l'encerclement, principalement sur des corps déjà morts d'autres causes. Les archives du NKVD soviétique mentionnent au moins un cas documenté parmi les prisonniers capturés en janvier 1943. Les maladies se propagent rapidement. Le typhus, la dysenterie et l'hépatite frappent une troupe déjà affaiblie par le froid et la malnutrition. Les hôpitaux de campagne, installés dans des sous-sols et des bunkers, débordent au-delà de leur capacité. Les médecins travaillent sans anesthésie, avec un manque d'antibiotiques et d'instruments adéquats. Les amputations dues aux gelures deviennent routinières. Les morts s'accumulent à l'intérieur de l'encerclement d'une manière différente de la phase précédente de la bataille. On ne meurt pas seulement au combat, on meurt de froid, de faim, de maladie, dans les positions, dans les hôpitaux, dans les abris. Le froid intense fige les cadavres en quelques heures, ce qui, d'un côté, ralentit la décomposition, mais de l'autre, rend tout enterrement conventionnel impossible. Le sol est gelé sur plusieurs mètres de profondeur. Les corps s'entassent. Dans certains secteurs, des structures improvisées sont formées avec des cadavres gelés, utilisés comme parapets. Ce détail, attesté dans plusieurs témoignages de survivants allemands, illustre jusqu'à quel point la bataille avait aboli toute distinction entre les vivants et les morts en tant que catégories fonctionnellement séparées. L'historien allemand Jochen Elbeck, qui a travaillé en profondeur sur des témoignages de survivants soviétiques et allemands, rapporte des descriptions d'espace où il était difficile de distinguer les hommes endormis des hommes morts. La gestion des cadavres à l'intérieur de l'encerclement constituait un problème logistique supplémentaire pour un commandement déjà confronté à des urgences bien plus pressantes. Les corps ne pouvaient pas être enterrés à cause du gel. Les déplacer loin des positions actives exigeait un effort physique que les soldats ne pouvaient pas se permettre. Le résultat fut que les morts restèrent là où ils étaient tombés, s'intégrant au paysage de la bataille d'une manière que les survivants décrivent comme particulièrement troublante. L'opération Anneau, l'assaut final soviétique pour éliminer la poche, débute le 10 janvier 1943. Le périmètre de l'encerclement se réduit progressivement. L'aérodrome de Pitomnik, principal point de ravitaillement aérien, tombe le 16 janvier. Celui de Gumrak, le dernier, tombe le 22 janvier.
Le 31 janvier 1943, Friedrich Paulus, récemment promu maréchal par Adolf Hitler, se rend avec l'état-major de la 6e armée dans le sous-sol du grand magasin Univermag. Le lendemain, le 2 février, la dernière poche organisée au nord de la ville capitule. Les chiffres de la bataille restent difficiles à établir avec précision. Les pertes soviétiques totales, civils inclus, sont estimées entre 750 000 et plus d'1 million de morts. Les pertes allemandes et de leurs alliés de l'Axe, roumains, italiens, hongrois et croates, sont évaluées entre 300 000 et 400 000 morts. Des quelques 91 000 prisonniers allemands capturés par les soviétiques en février 1943, seuls environ 6 000 rentreront en Allemagne, pour la plupart en 1955. Lorsque les derniers coups de feu se taisent, la ville de Stalingrad offre une image de dévastation presque totale. Les photographies et les témoignages des premiers jours de février 1943 décrivent une étendue de ruines, de glace, de fumée et de cadavres s'étendant sur des kilomètres. Les bâtiments encore debout sont rares. Le sol est recouvert d'une couche de décombres, de neige sale, d'équipements militaires détruits et partout de corps. Le correspondant soviétique Vassili Grossman, qui couvrit la bataille et entra dans la ville peu après la capitulation, a laissé dans ses carnets une description de ces premiers jours que les historiens ont souvent cités. Grossman évoque le silence, l'absence totale de mouvement dans des rues qui pendant des mois avaient été le théâtre de combats incessants, ainsi que l'omniprésence des morts, figés dans des positions semblant arrêtées à l'instant même de leur mort. Les données concrètes qu'il note, le nombre de corps visibles depuis un seul point d'observation, la distance entre les cadavres, le mélange des uniformes, permettent de mesurer l'ampleur du problème d'une manière que les chiffres abstraits ne parviennent pas à transmettre. Le problème des morts. L'échelle du défi. Combien de morts y a-t-il à Stalingrad et dans les territoires immédiatement environnants à la fin de la bataille? Le chiffre exact est impossible à déterminer, alors comme aujourd'hui. Les estimations académiques les plus solides avancent entre 800 000 et plus d'1 million de morts, incluant les militaires des deux camps et les civils soviétiques, répartis sur une zone englobant la ville détruite, la steppe environnante, le lit de la Volga et ses rives. De nombreux corps se trouvent sous les décombres des bâtiments effondrés, d'autres sont gelés à ciel ouvert. Beaucoup reposent au fond de la Volga. D'autres encore sont enterrés sommairement dans des fosses improvisées creusées durant les mois de combat. Et beaucoup, simplement, restent visibles dans les rues, les cours, les sous-sols. Le problème présente plusieurs dimensions simultanées. La dimension sanitaire, le printemps 1943 approche, la glace va fondre, et avec elle des centaines de milliers de cadavres en décomposition avancée vont réapparaître en pleine ville comme dans la steppe environnante. Le risque d'épidémie est réel et immédiat. La dimension logistique, rassembler, identifier, transporter et traiter une telle quantité de corps, exige un effort d'ingénierie et d'organisation extraordinaire dans un territoire où presque toute l'infrastructure a été détruite. La dimension politique, l'Union soviétique doit gérer ses propres morts avec un minimum de dignité afin de soutenir le récit de la victoire, tout en évitant d'y consacrer des ressources dont la guerre continue d'avoir un besoin urgent. Pour donner une idée de l'ampleur du problème en termes comparables, Ciudad de Mexico couvre aujourd'hui environ 1500 km² avec plus de 20 millions d'habitants et ses services funéraires peuvent gérer, en temps normal, environ 150 décès par jour. Le défi logistique de Stalingrad revient à traiter en quelques semaines, sans infrastructure, sans équipement et dans des conditions climatiques extrêmes, un nombre de morts qui dépasse de plusieurs ordres de grandeur ce que n'importe quel système urbain de services funéraires peut absorber. Les ingénieurs militaires soviétiques qui rédigent les premiers rapports en février et mars 1943 estiment que même en mobilisant toutes les ressources disponibles à ce moment-là, le processus minimal de collecte et d'inhumation de masse prendrait plusieurs mois. Ces estimations ne tiennent pas encore compte de la complexité supplémentaire posée par les corps ensevelis sous les décombres, dont la récupération nécessitera des opérations préalables de démolition et d'excavation. Immédiatement après la capitulation, les troupes soviétiques occupant la ville se confrontent à l'ampleur du problème sans aucun plan préalable élaboré. La priorité des autorités militaires est de sécuriser le terrain, de traiter les prisonniers et de reprendre les opérations sur d'autres fronts.
Personne n'avait prévu à l'avance quoi faire des morts. Durant les premiers jours de février, les températures restent extrêmes, entre -20 et -30 degrés. Les corps ne se décomposent pas, mais ils ne peuvent pas non plus être enterrés car le sol est gelé. Cette paradoxe, un froid à la fois conservateur et paralysant, définit la première phase des opérations de nettoyage. Les autorités soviétiques émettent les premières directives de nettoyage lors de la deuxième semaine de février. Des unités de travail spéciales sont créées, composées essentiellement de prisonniers de guerre allemands, mais aussi de troupes soviétiques de deuxième ligne et de civils commençant à revenir en ville. Les responsables du NK-5D coordonnent les opérations avec les commandements militaires locaux. Le travail est épuisant et brutal dans des conditions psychologiques extrêmes. Les équipes ramassent les corps au sol, les traînent ou les transportent sur des traîneaux et des chariots jusqu'au point de concentration. Le froid rigidifie les corps, compliquant leur manipulation mais réduisant l'impact des odeurs. Pourtant, les témoignages de ceux qui participèrent à ces opérations s'accordent pour décrire l'expérience comme l'une des plus bouleversantes de toute la guerre. Dans certains secteurs, les corps sont tellement mélangés, avec uniformes allemands et soviétiques mêlés, que le tri initial est impossible. On les collecte ensemble et la séparation, lorsqu'elle est tentée, se fait ensuite. Les documents personnels trouvés sur les cadavres sont récupérés par les équipes du NKVD, qui tentent de maintenir un minimum de registre des identités, bien que dans les conditions existantes, le processus reste inévitablement chaotique. Un problème spécifique de cette phase initiale concerne les corps sous les décombres des bâtiments. Beaucoup de morts de la phase urbaine de la bataille sont tombés dans des structures qui se sont ensuite effondrées, soit à cause des combats continus, soit en raison de la détérioration des bâtiments. La récupération de ces corps nécessitait de démolir ou de fouiller les décombres, une opération pratiquement impossible en février 1943 avec les moyens disponibles et les priorités existantes. La majorité de ces corps restera là où elle se trouve, incorporée à la masse de décombres recouvrant la ville. Si l'on estime de manière conservatrice qu'il y a 500 000 cadavres dans la zone des opérations et que chaque cadavre pèse entre 50 et 80 kg, on parle de 25 000 à 40 000 tonnes de matière organique à ramasser, transporter et traiter. Pour déplacer une telle quantité de matériel dans un délai raisonnable, en utilisant l'infrastructure disponible dans une ville complètement détruite, il faut des milliers de travailleurs, des centaines de véhicules et un plan de coordination. Le comité de défense de l'État soviétique émet des directives spécifiques dans les semaines suivant la capitulation pour organiser le nettoyage. Une hiérarchie de commandement local est mise en place sous le contrôle du NK-5D, qui agit comme organisme coordinateur d'une opération d'ingénierie sanitaire. La ville est divisée en secteurs, chacun attribué à une brigade de travail avec des responsabilités précises. Les prisonniers de guerre allemands sont massivement employés dans les opérations de nettoyage. Parmi les quelques 91 000 capturés lors de la capitulation, une proportion significative est assignée à ces tâches durant les premiers mois. Leurs conditions de captivité sont, dès le départ, très mauvaises. Alimentation insuffisante, exposition au froid, absence de soins médicaux. Beaucoup de ceux qui participent aux opérations de nettoyage en février et mars 1943 mourront dans les mois suivants dans les camps de prisonniers. L'emploi de prisonniers de guerre avait une double logique. Du point de vue soviétique, c'était efficace, car il y avait une main-d'œuvre disponible et nombreuse, et le travail était de nature à ce que la population civile ne puisse ou ne doive l'effectuer dans ces conditions. Du point de vue du droit international, l'usage de prisonniers de guerre pour des travaux de nettoyage directement liés aux opérations militaires était, au mieux, juridiquement ambigu. Mais dans le contexte de 1943, les considérations juridiques avaient une pertinence pratique limitée. L'équipement disponible pour le nettoyage est minimal. Les véhicules opérationnels sont rares, car la bataille a détruit ou consommé la majorité d'entre eux. Les chevaux sont utilisés pour tirer traîneaux et chariots. Dans certains secteurs, des systèmes de traction manuelle improvisés avec cordes et planches sont mis en place. L'infrastructure routière est dans un état qui rend impossible la circulation normale. Les rues sont bloquées par des décombres, des camions et des chars détruits. Avant de pouvoir déplacer les cadavres, il faut ouvrir des voies d'accès, ce qui ajoute des semaines au processus.
Les rapports du NNKFD de cette période, partiellement accessibles dans les archives russes, montrent que le nombre de corps collectés quotidiennement varie considérablement selon le secteur, les conditions climatiques et la disponibilité de la main-d'œuvre. Dans les meilleurs jours, dans des secteurs bien organisés, une brigade de 50 hommes pouvait ramasser et transporter plusieurs centaines de corps. Dans des conditions défavorables, ce chiffre était bien inférieur. Le progrès était lent par rapport à l'ampleur du problème. Le traitement des morts soviétiques diffère formellement de celui des Allemands, bien que dans la pratique, les conditions extrêmes réduisent souvent l'écart entre les protocoles et la réalité. L'armée soviétique disposait d'un système d'identification personnelle. Les soldats portaient un médaillon en bakélite noir contenant un formulaire en papier avec leurs données personnelles. Cependant, le système présentait de graves lacunes structurelles. Beaucoup de soldats refusaient de le porter par superstition, considérant qu'il s'agissait d'un présage de mort, superstition documentée dans plusieurs régiments. D'autres l'avaient perdu au cours des mois de combat. Le papier à l'intérieur se détériorait sous l'effet de l'humidité et du froid. Le résultat est qu'à Stalingrad, comme sur d'autres fronts, une proportion très élevée des morts soviétiques ne pouvait être identifiée lors de leur collecte. Les soldats soviétiques identifiables étaient enterrés, lorsque les conditions le permettaient, dans des cimetières militaires improvisés ou dans des fosses collectives dignes, avec des marqueurs permettant une identification future. Les corps non identifiables étaient inhumés dans des fosses communes sans marqueurs individuels. Cette distinction, entre enterrement avec nom et enterrement anonyme, a des conséquences qui se font sentir pendant des décennies. Le cimetière de la Mamaev Kurgan, qui deviendra des décennies plus tard le monument commémoratif le plus important de la bataille, n'existait pas en février 1943 tel que nous le connaissons aujourd'hui. À cette époque, la colline est un champ de bataille dévasté, couvert de cratères, d'éclats d'obus et de cadavres. Les premières inhumations à Mamaev Kurgan sont réalisées en urgence, sans plan monumental. Une part substantielle des morts soviétiques reste non enregistrée et non localisée. Les archives militaires soviétiques montrent que des dizaines de milliers de soldats sont simplement notés comme disparus, une catégorie qui, dans le contexte de Stalingrad, peut signifier n'importe quoi. Morts, non identifiés, enterrés sous les décombres, noyés dans la Volga, ou simplement un soldat dont l'unité a été anéantie avant qu'aucun rapport ne puisse être transmis. Les fouilles archéologiques dans la région de Stalingrad, menées presque continuellement depuis les années 1980 jusqu'à aujourd'hui, continuent de découvrir des restes humains. Chaque année, des expéditions de volontaires russes, intégrées à des organisations telles que le Front de Buskeda, récupèrent des centaines de squelettes, tentent de les identifier et, lorsque c'est possible, les remettent aux familles ou les inhumer avec les honneurs appropriés. Le nombre de soldats soviétiques de la bataille de Stalingrad, encore officiellement considérés comme disparus, dépasse, selon les calculs de ces organisations, les 100 000 personnes. Les morts allemands présentent un ensemble de difficultés spécifiques qui les distinguent des soviétiques et ont des conséquences qui se prolongent sur plusieurs décennies. On estime que 150 000 à 200 000 soldats allemands et alliés de l'Axe sont morts durant la bataille et dans les semaines immédiatement suivantes. Une partie se trouve à l'intérieur de l'encerclement, une autre dans la steppe environnante, là où des unités allemandes ont été détruites lors des opérations précédentes ou lors de la tentative ratée de briser le siège. Le système allemand d'identification personnelle était plus robuste que celui des soviétiques. Les Erkennungsmark, plaques d'identification en métal, étaient obligatoires et généralement portées. Lorsqu'un soldat mourait, une moitié de la plaque restait avec le corps et l'autre était envoyée au registre. Cependant, dans les conditions du siège final de Stalingrad, ce système s'effondra partiellement. Certains soldats moururent sans plaque, d'autres virent leurs plaques perdues dans le chaos des dernières semaines, et d'autres encore avaient une documentation qui n'atteignit jamais aucun registre. Les autorités soviétiques n'avaient aucune obligation légale ni politique immédiate d'identifier ou de notifier les familles des soldats ennemis. Les corps allemands furent collectés dans le cadre des opérations générales de nettoyage sanitaire et enterrés dans des fosses collectives sans marqueurs individuels, souvent avec d'autres morts de l'Axe. La logique du processus était sanitaire, non commémorative. L'Allemagne, de son côté, en 1943, n'était pas en mesure de reconnaître officiellement l'ampleur du désastre.
La propagande nazie transforma la capitulation en un exploit héroïque, occultant les détails sur les morts et les prisonniers. Le ministre de la propagande, Joseph Goebbels, annonça à la radio la chute de Stalingrad le 3 février 1943 par un discours exaltant le patriotisme et ne mentionnant pas la capitulation, mais glorifiant un sacrifice héroïque. Les familles allemandes qui attendaient des nouvelles de leurs soldats du 6e armée reçurent pendant des mois des informations rares, contradictoires ou tout simplement fausses. La Croix-Rouge internationale tenta d'établir un contact avec les prisonniers allemands en Union soviétique, mais l'URSS n'avait pas ratifié la Convention de Genève de 1929 dans les conditions qui auraient obligé à fournir des listes de prisonniers. L'accès fut refusé. Pendant des années, de nombreuses familles allemandes ignorèrent si leurs proches étaient morts au combat ou détenus dans un des innombrables camps soviétiques. Le printemps 1943, la course contre la dégelée. La véritable urgence sanitaire survient avec la fonte des neiges au printemps. En mars et avril 1943, les températures montent et les centaines de milliers de cadavres restés gelés pendant l'hiver commencent à se décongeler. Ce que le froid avait maintenu en suspension provisoire devient maintenant une urgence de santé publique majeure. Un cadavre humain en décomposition active à température ambiante, libère des fluides organiques, des gaz et des particules qui contaminent le sol et les eaux souterraines dans un rayon considérable. Dans une concentration de centaines de milliers de corps dans une zone urbaine, ce processus représente une menace directe d'épidémie. Le typhus, le choléra, la dysenterie et d'autres maladies transmissibles par l'eau contaminée sont les principaux risques identifiés. Les directives soviétiques de mars à mai 1943 reflètent l'urgence de la situation. Des brigades de travail supplémentaires sont mobilisées. Les prisonniers allemands encore capables de travailler sont massivement affectés aux opérations de collecte, bien que leurs propres conditions se détériorent rapidement avec l'augmentation des températures et la décomposition des corps qu'ils manipulent. Le processus de collecte se systématise. Des points de concentration sont établis dans différents secteurs de la ville et de la steppe. Depuis ces points, les cadavres sont transportés vers des lieux d'inhumation massive. L'identification individuelle à cette phase est pratiquement impossible pour la plupart des corps. La décomposition avancée, le manque de documentation et le chaos du processus font que la majorité des enterrements du printemps sont collectifs et anonymes. L'état des cadavres au moment de la fonte varie selon l'exposition qu'ils ont subie pendant l'hiver. Les corps restés complètement sous la neige et la glace présentent, paradoxalement, un état de conservation relativement bon. Le froid et l'absence d'oxygène ont significativement ralenti la décomposition. Dans certains cas, la congélation a permis de préserver les traits du visage et les détails de l'uniforme avec une netteté suffisante pour permettre une identification visuelle. Les corps exposés à des cycles de gel et de dégel partiels ou restés dans des espaces clos à température modérée présentent un état de décomposition beaucoup plus avancé. Pour les cadavres se trouvant à l'intérieur des bâtiments effondrés, le processus est différent. Beaucoup y resteront pendant des décennies, incorporés aux décombres sur lesquels sera reconstruite Stalingrad. Des témoignages de travailleurs du bâtiment dans les années 1950 et 1960 rapportent avoir trouvé des restes humains en creusant les fondations de nouveaux bâtiments. La géographie des enterrements de Stalingrad est complexe et reste en partie inconnue encore aujourd'hui. Les fosses communes ont été creusées à de multiples endroits, souvent sans enregistrement précis de leur localisation, et certaines ont été découvertes des décennies après la guerre, parfois de manière accidentelle lors de travaux de construction. Les enterrements soviétiques et allemands ont généralement été réalisés dans des lieux séparés, bien qu'il y ait des exceptions. Pour les soviétiques, les points d'inhumation les plus importants incluent la Mamaev Kurgan et ses alentours, le jardin de la mémoire au centre de la ville, ainsi que de nombreuses fosses dans la steppe environnante. Beaucoup de ces fosses n'ont pas été marquées ou leurs marqueurs ont été perdus avec le temps. L'excavation des fosses dans le sol gelé de la steppe représentait un problème technique en soi. Les ingénieurs militaires soviétiques ont utilisé plusieurs méthodes pour assouplir le sol gelé, feu direct sur la surface, explosifs de faible puissance pour fracturer la couche gelée et, dans certains cas,
Il suffisait d'attendre que la fonte naturelle permette l'excavation. Cela signifie que de nombreux enterrements divers ont été effectués dans des fosses peu profondes, à moins d'1 mètre de profondeur, ce qui a des conséquences directes sur la conservation des restes et sur la probabilité qu'ils soient perturbés ultérieurement. En ce qui concerne les morts allemands, la situation est particulièrement obscure. Pendant des décennies, le gouvernement de la République fédérale d'Allemagne et l'organisation Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge ont tenté d'identifier la localisation des enterrements. L'accès aux informations soviétiques était minime durant la guerre froide. Ce n'est qu'après la réunification allemande en 1990 et l'ouverture de certaines archives soviétiques que des avancées significatives ont été possibles. En 1994, la Fédération de Russie et l'Allemagne signèrent un accord permettant de commencer la construction d'un cimetière militaire allemand à Rossochka, à environ 30 km à l'ouest de Volgograd. Plus de 50 000 soldats allemands reposent aujourd'hui dans ce cimetière, bien que chaque année, de nouveaux restes identifiés y soient ajoutés. Le processus de transfert implique l'excavation de fosses collectives dispersées dans la steppe, la récupération des restes, la tentative d'identification par l'analyse des plaques et d'autres objets personnels et l'inhumation finale à Rossochka. Le cimetière de Rossochka est sobre et austère, marqué par des croix métalliques noires et des pierres tombales plates. C'est également un lieu où continuent d'arriver des restes et où archéologues et chercheurs de mémoire, allemands et russes, travaillent de manière collaborative à l'identification des morts. Cette coopération entre équipes allemandes et russes est, dans le contexte de l'histoire entre les deux pays, un phénomène remarquable en soi. Le Volga, le cimetière invisible. Un aspect du problème des morts souvent omis dans les récits de la bataille est le Volga. Le fleuve fut pendant des mois le seul corridor pour les approvisionnements et les renforts soviétiques vers la ville assiégée, ainsi que la seule voie d'évacuation. Les tentatives de franchissement réalisées sous le feu constant de l'artillerie et de l'aviation allemande coûtèrent des milliers de vies. Les corps de ceux qui moururent lors des traversées coulèrent dans le Volga. Le fleuve est profond dans cette zone, à courant fort, avec en de nombreux points un lit recouvert de sédiments. Les cadavres tombés à l'eau pendant les mois de combat n'ont jamais été récupérés à l'époque. Certains furent emportés par le courant sur plusieurs kilomètres avant de sombrer. D'autres tombèrent au point d'embarquement et de débarquement, dans des eaux peu profondes où il est plus probable qu'ils aient été recouverts par les sédiments accumulés pendant des décennies. Les estimations du nombre de morts au fond du Volga dans la zone de Stalingrad sont nécessairement imprécises. Certains chercheurs parlent de dizaines de milliers. Le Volga a recouvert ses restes de décennies de sédiments et la difficulté technique de toute opération systématique de récupération rend celle-ci, en pratique, irréalisable avec les moyens actuels. Les opérations de dragage du Volga effectuées dans les années suivant la guerre pour dégager la voie de navigation ont permis la découverte de matériel militaire en quantité significative. Véhicules blindés, artillerie, munitions, équipements divers. Au cours de ce processus, des restes humains furent également découverts, mais ni de manière systématique, ni dans une intention de récupération. Le matériel militaire récupéré fut partiellement catalogué. Les restes humains trouvés lors des dragages furent enterrés sans identification dans les cimetières de la région. Le Volga pose également un problème de mémoire difficile à résoudre. Les monuments et cimetières commémoratifs sont sur terre. Les morts dans le fleuve n'ont aucun marqueur physique. La surface de l'eau ne conserve aucun signe de ce qui s'est passé en dessous. Pour les familles de ceux qui périrent en traversant le Volga, il n'existe aucun lieu concret où se recueillir. La dimension la plus ignorée du problème des morts de Stalingrad se trouve dans les camps de prisonniers de guerre soviétiques où furent envoyés les 91 000 survivants de la 6e armée en février 1943. Ces hommes arrivèrent dans les camps dans un état physique catastrophique. Des mois de siège avec des rations minimales, les maladies hivernales, les blessures non soignées et le stress physique extrême les avaient réduits à l'état d'ombre. Beaucoup pesaient moins de 40 kg. Une proportion significative souffrait du typhus, de la dysenterie ou de la gangrène. Le système des camps soviétiques n'était pas équipé pour accueillir un nombre aussi élevé de prisonniers dans un état aussi critique. Les installations sanitaires étaient insuffisantes.
l'alimentation minimale et le travail forcé la norme. Au cours de la première année de captivité, entre janvier et fin 1943, environ la moitié des prisonniers, soit quelques 45 000 personnes, moururent. Le camp de Beketovka, à la périphérie de Stalingrad, fut le premier lieu de concentration des prisonniers capturés en février 1943. Les conditions y étaient extrêmes. Bâtiments endommagés ou détruits, absence d'eau courante, alimentation limitée à un seau de soupe claire par jour. Les témoignages des survivants ayant passé par Beketovka décrivent une mortalité de plusieurs centaines d'hommes par jour durant les premières semaines. Les cadavres étaient retirés chaque matin et enterrés dans des fosses communes autour du camp. Les défunts des camps furent enterrés dans les cimetières associés à chaque camp, généralement dans des fosses collectives avec une identification minimale ou inexistante. La documentation de ces enterrements était incomplète. Certains camps tenaient des registres relativement détaillés, d'autres se contentaient de noter à peine les noms des morts. Dans de nombreux cas, la cause de décès indiquée dans les registres était générique, maladie, faiblesse générale ou effondrement. Le dernier groupe de prisonniers allemands de Stalingrad fut rapatrié en Allemagne en 1955, 12 ans après la capitulation. Ils étaient environ 6 000 hommes sur les 91 000 originaux. Ils retrouvèrent une Allemagne divisée et des familles qui, dans de nombreux cas, les croyaient morts depuis des années, dans un pays tentant de gérer sa propre catastrophe et qui n'était pas toujours prêt à entendre ce que ces hommes rapportaient avec eux. Les cimetières des camps de prisonniers où moururent les soldats allemands de Stalingrad représentent une autre catégorie d'enterrement problématique. Ils sont dispersés sur une grande partie du territoire russe, depuis les environs de Stalingrad jusqu'en Sibérie, et leur localisation exacte n'était connue que de façon très partielle jusqu'aux années 1990. L'organisation Volksbund a depuis travaillé pour identifier et documenter ces lieux avec des résultats partiels. La reconstruction de la ville, construire sur les morts. Stalingrad n'est pas seulement un champ de bataille, c'est une ville qui doit redevenir habitable. Le processus de reconstruction qui commence en 1943, avant même la fin de la guerre, se superpose directement aux problèmes non résolus des morts. En février 1943, la ville ne compte que quelques milliers de civils. Avant la guerre, elle comptait plus de 400 000 habitants. La reconstruction, que Staline transforme en symbole de la capacité soviétique de récupération, doit être rapide et visible. Les premières équipes de construction arrivent en ville alors que le front reste actif sur d'autres secteurs et commencent à travailler dans les zones présentant des dommages relativement moindres. Le problème est que le sol sous les décombres est rempli de restes humains, d'éclats d'obus, de munitions non explosées et de matériel militaire. Les premières brigades de construction trouvent ces matériaux en quantité telles qu'elles doivent interrompre le travail à plusieurs reprises. Le déminage de la ville constitue une opération à part entière. Des millions de mines, grenades, obus et engins explosifs sont récupérés dans les mois qui suivent la bataille. Certains artificiers perdent la vie dans ce travail. Les ingénieurs chargés de la reconstruction ont élaboré des protocoles spécifiques pour gérer les découvertes de restes humains lors des travaux. Lorsqu'ils en trouvaient, le chantier s'arrêtait à cet endroit. Une équipe du NKVD était appelée, les restes étaient retirés et les travaux reprenaient. Le processus aurait dû inclure l'identification des restes, mais dans la pratique, vu le volume et la rapidité des découvertes, cette identification était rarement possible. La ville qui émerge au cours des années 40 et 50 est, au sens littéral du terme, construite sur les morts. Le sous-sol urbain de Volgograd contient des restes humains en quantité que les archéologues n'ont pas encore pu cartographier complètement. Chaque fois qu'une tranchée pour une canalisation est ouverte, qu'on creuse les fondations d'un nouveau bâtiment ou qu'on intervient dans le sous-sol pour quelque raison que ce soit, il existe une probabilité significative de découvrir des restes. Cette réalité a généré à Volgograd une pratique institutionnalisée. Les projets de construction impliquant des excavations doivent inclure des protocoles de gestion des découvertes archéologiques et humaines. Parmi les morts de Stalingrad et de ses environs, il existe une catégorie que la narration dominante, tant soviétique qu'allemande, a tendance à marginaliser. Les soldats des armées alliées de l'Axe, qui ont combattu et péri sur le front sud en 1942 et 1943.
Les 3e et 4e armées roumaines, déployées sur les flancs du 6e armée, furent les premières à subir le choc de l'opération Uranus les 19 et 20 novembre 1942. Leurs divisions, équipées d'armements obsolètes et dépourvues de soutien blindé suffisant, s'effondrèrent devant les divisions blindées soviétiques en quelques heures seulement. Les pertes roumaines au cours de ces 2 jours dépassèrent les 70 000 hommes, morts, blessés ou faits prisonniers. Les corps tombés en champs ouverts restèrent dispersés dans la steppe sur une vaste zone. Le 8e armée italienne connut un sort similaire lors de l'opération Petit Saturne en décembre 1942 qui anéantit sa capacité de combat. Les pertes italiennes sur le front du Don pendant l'hiver 1942 à 1943 sont estimées à plus de 100 000 morts, blessés et prisonniers. La 2e armée hongroise fut anéantie en janvier 1943 lors de l'opération Ostrogojsk-Rossosh avec des pertes comparables. Les morts de ces armées alliées furent enterrés de manière encore moins systématique que les Allemands. Les autorités soviétiques, dans le contexte de multiples opérations simultanées, ne disposaient ni des ressources ni de la motivation pour gérer les inhumations des troupes roumaines, italiennes ou hongroises selon un quelconque protocole particulier. Les corps retrouvés sur le champ de bataille furent enterrés dans des fosses collectives aux côtés des Allemands, ou simplement laissés sous la neige jusqu'au dégel qui permettait d'y accéder. Depuis les années 1990, des organisations de recherche roumaines, italiennes et hongroises travaillent à localiser et à récupérer les restes de leurs soldats tombés sur le front de l'Est. L'accès aux archives et au territoire a été compliqué et les ressources disponibles sont plus limitées que celles du Volksbund allemand. La Roumanie, en particulier, a une dette envers ses morts du front de l'Est, que le contexte politique de la guerre froide, durant lequel elle faisait partie du bloc soviétique, a rendu particulièrement difficile à honorer. Le nombre de soldats roumains, italiens et hongrois restant non identifiés et non localisés dans les steppes à l'ouest de Volgograd est impossible à préciser, mais les chercheurs travaillant dans la zone estiment que l'ordre de grandeur est comparable à celui des Allemands. Les champs de bataille de l'opération Uranus et des opérations suivantes couvrent des milliers de kilomètres carrés, et seule une fraction minimale a été prospectée systématiquement. La recherche et la récupération des restes humains de la bataille de Stalingrad ne se sont pas arrêtées en 1943, ni dans les années qui ont immédiatement suivi. Il s'agit d'une activité qui se poursuit aujourd'hui, avec une intensité et une organisation qui se sont considérablement accrues depuis les années 1990. Le mouvement des chercheurs, en russe poïskoviki, s'est initialement organisé de manière quasi informelle dans les années 1970 et 1980, lorsque des groupes de volontaires, souvent jeunes, ont commencé à parcourir les champs de bataille du front de l'Est à la recherche de restes de soldats soviétiques. L'objectif était double, identifier les morts et leur offrir une sépulture digne et restituer aux familles la certitude quant au destin de leurs proches. Le front de recherche, Poiskovoe Dvigenie Rossi, est aujourd'hui l'organisation cadre de dizaines de groupes régionaux opérant dans toute la Russie. Dans la région de Volgograd, les poïskoviki travaillent chaque printemps et étaient sur les zones de bataille. Les techniques employées vont de la prospection avec détecteurs de métaux et l'excavation manuelle à l'utilisation de technologies plus modernes comme la télédétection et l'analyse de photographies aériennes historiques. Les résultats sont significatifs. Chaque année, plusieurs centaines de squelettes sont récupérés dans la zone de Volgograd, parfois plus d'1 millier. Parmi ceux-ci, seule une petite fraction peut être identifiée. Ceux qui portent une plaque d'identification lisible, qui possèdent des documents personnels conservés ou qui peuvent être reliés à des objets matériels identifiables. La majorité est enterrée comme soldats inconnus dans les cimetières militaires de la région. Les fouilles des poïskoviki ont produit des découvertes qui vont bien au-delà de la simple récupération de restes. Ils ont trouvé des journaux intimes rédigés dans les derniers jours avant la mort, des lettres jamais envoyées, des photographies de famille en parfait état de conservation grâce au froid, des insignes et décorations, ainsi que des objets du quotidien permettant de reconstituer la vie et l'identité des morts. Chacune de ces découvertes est potentiellement une clé pour identifier quelqu'un qui est porté disparu depuis des décennies. Depuis les années 1990, des groupes allemands et russes
travaillent conjointement à la localisation et à l'identification des restes de soldats allemands. Le cimetière de Rossochka reçoit chaque année de nouveaux restes transférés depuis les champs. Et le processus d'identification bénéficie désormais de l'analyse ADN, qui permet dans certains cas de relier des restes osseux à des familles allemandes qui, depuis des générations, ne savaient pas où leurs parents étaient tombés. Les mystères non résolus. Malgré des décennies de recherche, de fouilles continues et l'ouverture partielle des archives, certaines dimensions du problème des morts de Stalingrad restent sans réponse définitive. Le premier est purement quantitatif. Combien de morts y a-t-il eu exactement? Les chiffres varient énormément selon la source, la méthodologie et l'objectif politique du calcul. Les estimations académiques les plus rigoureuses situent le total entre 800 000 et 1,1 million, incluant militaires des deux camps et civils soviétiques, mais l'incertitude est réelle. Les archives soviétiques, même partiellement déclassifiées, présentent des lacunes, des erreurs et des contradictions qui rendent impossible une estimation définitive. Le deuxième mystère est la localisation complète des fosses. On sait qu'il existe des fosses communes dans des zones jamais prospectées systématiquement. Certains témoignages de survivants et de prisonniers de guerre, recueillis après la guerre, mentionnent des lieux d'inhumation qui n'ont jamais été retrouvés ou qui ont été recouverts par la construction ultérieure. Dans la zone périurbaine de Volgograd, il existe des secteurs où le sous-sol n'a pas été exploré et qui, selon les chercheurs du Front de recherche, peuvent contenir des milliers de restes. Le troisième mystère est l'identité des non-identifiés. Dans les cimetières militaires de la région de Volgograd, tant aux soviétiques de Mamaev-Kurgan qu'à l'allemand de Rossochka, des dizaines de milliers de tombes sont anonymes ou ne possèdent qu'une identification partielle. Le développement de l'analyse ADN ouvre la possibilité d'identifier éventuellement certains de ces restes, mais le processus est long, coûteux et nécessite la collaboration de familles qui, dans de nombreux cas, n'existent plus ou ne peuvent être localisées. Le quatrième mystère, plus troublant, concerne le sort exact de certains groupes spécifiques. Les civils soviétiques morts lors des bombardements d'août 1942 ou pendant les mois de combats urbains ne sont pas bien documentés. Les estimations des pertes civiles à Stalingrad varient encore davantage que celles des militaires. Beaucoup de ces civils étaient des ouvriers d'usine, des femmes, des enfants et des personnes âgées coincés dans la ville. Leur destin individuel reste, dans la majorité des cas, complètement inconnu. Il existe également une zone sombre concernant les prisonniers de guerre soviétiques capturés par les Allemands pendant la phase offensive précédant Stalingrad, à l'été 1942. Le 6e armée captura des dizaines de milliers de soldats soviétiques lors de son avancée et le traitement de ces prisonniers par la Wehrmacht fut en général brutal. Une proportion élevée mourut en captivité ou durant les marches vers les camps de prisonniers. Leurs restes se trouvent quelque part entre le Caucase et le Volga et pratiquement aucun n'a été localisé ou identifié. La présence de centaines de milliers de cadavres dans le sol et le sous-sol de la région de Volgograd n'est pas seulement une question de mémoire historique. Elle a des conséquences physiques et environnementales que les scientifiques ont commencé à étudier plus en détail au cours des dernières décennies. La décomposition massive de matière organique dans une zone concentrée entraîne des altérations de la composition chimique du sol. Les phosphates, les nitrates et d'autres composés organiques libérés pendant la décomposition s'incorporent au sol et aux eaux souterraines. Dans les zones de plus forte concentration d'inhumation, ces altérations sont encore détectables aujourd'hui grâce à des analyses géochimiques. Les chercheurs de l'université de Volgograd qui ont travaillé sur la géochimie des sols de la zone de la bataille ont documenté des anomalies dans la composition du sol directement attribuables aux enterrements massifs. Le problème le plus immédiat dans les années suivant la bataille fut la contamination de l'eau. Les sources d'eau superficielles et les puits de la zone de Stalingrad présentaient des niveaux élevés de contamination biologique en 1943 et 1944. Les autorités soviétiques ont mené une campagne de chloration et de traitement de l'eau pour réduire le risque d'épidémie. La question de savoir si une épidémie majeure s'est produite malgré ces mesures reste débattue. Il y eut des foyers de typhus et de dysenterie dans la région en 1943, mais ils furent maîtrisés relativement rapidement. En plus des restes humains, le sous-sol de la zone de Volgograd contient d'énormes quantités de matériel de guerre.
Les projectiles d'artillerie non explosés, les mines, les dépôts de munitions abandonnés et les restes de carburant représentent un risque qui n'a pas complètement disparu. Le processus de déminage et de nettoyage des munitions a continué pendant des décennies et génère encore des découvertes périodiques. Chaque année, les brigades de sapeurs neutralisent dans la région de Volgograd un nombre significatif d'engins explosifs de la Seconde Guerre mondiale. Une question spécifique que les chercheurs en environnement ont commencé à examiner est l'impact des matériaux de guerre sur la composition du sol. Les bombes, projectiles et autres engins explosifs contiennent des métaux lourds et d'autres composés qui se libèrent lentement lors de leur corrosion souterraine. Dans les zones de plus forte densité de matériel de guerre, les analyses du sol montrent des concentrations anormales de plomb, de cuivre, de zinc et d'autres métaux. Ces concentrations ne représentent pas un risque immédiat pour la santé publique, mais elles sont un indicateur de la persistance physique de la bataille dans le sous-sol. L'analyse ADN a transformé les possibilités d'identification des restes de la bataille de Stalingrad d'une manière qui aurait été impensable il y a 30 ans. Ce qui nécessitait auparavant une plaque d'identification lisible, des documents personnels conservés ou un témoin capable de reconnaître le défunt, peut désormais être réalisé à partir d'un fragment d'os et d'un échantillon de sang d'un membre de la famille. Les premiers programmes d'identification par ADN des soldats soviétiques tombés pendant la Seconde Guerre mondiale ont commencé en Russie au début des années 2000. Le ministère de la Défense russe a mis en place un laboratoire spécifique pour ce travail, et les organisations de poïskoviki ont commencé à envoyer des échantillons des restes récupérés pour analyse. Les résultats initiaux étaient modestes. Les bases de données familiales étaient limitées et la technologie disponible présentait des contraintes importantes lorsque les restes étaient fortement dégradés. Aujourd'hui, le processus est beaucoup plus sophistiqué. Les progrès dans l'extraction d'ADN à partir de matériaux très dégradés, y compris des os ayant passé plus de 8 décennies dans le sol dans des conditions variables, ont élargi le type d'échantillons pouvant être analysés avec succès. Les bases de données familiales ont également grandi grâce à des campagnes de sensibilisation et à des plateformes numériques permettant d'enregistrer des profils génétiques depuis n'importe quel endroit dans le monde. Pour les morts allemands, le programme d'identification par ADN est principalement piloté par l'organisation Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge et le service d'information sur les pertes de guerre d'Allemagne, AST. Les familles allemandes peuvent envoyer des échantillons d'ADN qui sont comparés avec ceux extraits des restes récupérés à Rossauschka et dans d'autres cimetières du front de l'Est. Chaque année, plusieurs dizaines d'identifications positives sont réalisées, un chiffre faible par rapport au nombre total d'inconnus, mais d'une importance immense pour les familles concernées. Il existe un aspect du problème que l'ADN ne peut pas résoudre, les cas où aucun membre de la famille n'est disponible pour fournir un échantillon de référence. Un soldat mort à Stalingrad en 1943 sans enfant, dont les parents et frères et sœurs sont également décédés et dont les neveux, nièces ou petits-enfants sont introuvables ou n'existent pas, ne peut pas être identifié par ADN, même si ses restes sont récupérés et que l'échantillon est de bonne qualité. Ce problème s'aggrave avec le temps. Chaque année qui passe diminue la probabilité qu'un membre de la famille vivant puisse fournir un échantillon de référence. Le présent, Volgograd et la mémoire des morts. En février 1943, lorsque la capitulation fut signée dans le sous-sol du Univermag, Stalingrad était une ville en ruine avec à peine de population civile. Aujourd'hui, Volgograd compte près d'1 million d'habitants. C'est une ville moderne avec des quartiers résidentiels, de l'industrie, des universités et une vie urbaine tout à fait ordinaire. Et c'est aussi littéralement un immense cimetière. Le monument de la Mamaev Kurgan, inauguré en 1967 et dominé par la statue La Patrie, vous appelle, haute de 87 mètres, est le point central de la mémoire officielle soviétique et russe de la bataille. Le complexe comprend un cimetière militaire, des salles commémoratives et les noms de milliers de morts. Il reçoit chaque année des millions de visiteurs. La colline, qui pendant les mois de combat changea de main des dizaines de fois et resta tellement saturée de munitions que la végétation mit des années à repousser, est aujourd'hui un lieu vert et entretenu. En dessous, les chercheurs ayant réalisé des sondages du sous-sol estiment qu'entre 34 000 et 35 000 personnes y sont enterrées.
les excavations se poursuivent. Chaque année, au printemps, lorsque le sol se ramollit, les poïskoviki partent sur le terrain. Chaque année, on découvre des ossements, des plaques d'identification, des portefeuilles avec des documents, des photographies que quelqu'un portait dans la poche d'un uniforme gelé en 1943. Chaque année, certains de ces restes sont identifiés et certains membres de famille, en Russie, en Allemagne, en Roumanie, en Italie ou en Hongrie, reçoivent une réponse à une question qui, dans certains cas, a plus de 80 ans. Le travail d'identification par analyse ADN s'est intensifié au cours de la dernière décennie. Les bases de données génétiques des familles recherchant leurs proches tombés lors de la Seconde Guerre mondiale s'accroissent dans plusieurs pays. Et la comparaison systématique avec l'ADN, extrait des restes récupérés, permet des identifications qui seraient autrement impossibles. À ce rythme, les chercheurs estiment que le travail pourrait prendre des décennies pour être achevé, si tant est qu'il puisse l'être un jour. Les chiffres finaux de la bataille de Stalingrad ne sont pas fixés. Ils changent chaque fois qu'une excavation ajoute des corps au registre, chaque fois qu'une analyse ADN relie des ossements à un nom, chaque fois qu'un fichier déclassifié apporte de nouvelles données. La différence entre le nombre de personnes mortes lors de la bataille et le nombre de ces décès pouvant être attribués à un individu concret avec nom, histoire et famille constitue un écart que l'histoire n'a pas pu combler et que le sous-sol de Volgograd continue de garder avec l'indifférence dense et silencieuse de la Terre.